durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la désobéissance civique face à l'urgence climatique. Mercredi 26 juin 2019 se déroulait au tribunal correctionnel de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, le procès de 3 militants engagés contre les travaux du Grand Contournement Ouest de Strasbourg, le GCO, jugés pour avoir décroché le 5 mars 2019 à la mairie de Kolbsheim le portrait du président de la République Emmanuel Macron. Nous sommes avec le directeur général de Greenpeace France sur les marches du palais de justice. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Jean-François Julliard, bonjour. Bonjour. Jean-François Julliard, vous êtes venu aujourd'hui en soutien aux décrocheurs ici au palais de justice de Strasbourg. Oui, je suis venu ici pour soutenir ces 3 prévenus parce que leur action est importante, elle est emblématique de l'envie aujourd'hui d'agir, d'aller plus loin pour lutter contre le dérèglement climatique. Elle est symbolique de l'engagement de plus en plus de personnes en France et ailleurs qui ont envie de passer à l'action, une action non violente, une action réfléchie, une action pensée, une action mesurée, mais qui ont envie d'aller plus loin dans leur engagement pour préserver notre planète, préserver ses ressources, préserver l'environnement et faire en sorte qu'on ne se dirige pas, comme c'est le cas actuellement, vers un monde assez invivable, en tout cas pour une grande partie de cette planète, un monde certainement invivable dans les décennies à venir. Donc c'est vrai que c'est tout ça que je suis venu soutenir aujourd'hui, à la fois les encourager, les soutenir dans leur engagement et puis avoir cette présence à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal qui permet de rappeler ces messages-là et de rappeler à quel point il est aujourd'hui plus qu'urgent d'agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Greenpeace a par ailleurs agi dans un autre domaine, quoique similaire là aussi sur le plan judiciaire, Jean-François Julliard. Oui, on agit dans beaucoup de domaines autour de la protection de l'environnement et de la lutte pour le climat. On agit à travers différents moyens Greenpeace. On est une organisation internationale, donc on agit aussi dans beaucoup de régions du monde. Et puis on essaie d'avoir une palette d'outils à notre disposition la plus large possible et la plus efficace possible. Donc on fait un travail très traditionnel que peuvent faire les organisations non gouvernementales, comme ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire essayer d'aller convaincre en direct les décideurs politiques d'avoir des mesures et des politiques publiques plus ambitieuses. On essaie et on produit des rapports, on essaie d'avoir une expertise scientifique. On a la chance, Greenpeace, d'avoir 3 bateaux qui naviguent en permanence sur les océans du globe et qui nous permettent là aussi de documenter des situations de périls environnementaux, comme ça a été le cas récemment au large de l'Amazonie brésilienne, au large de la Guyane, où on a été prouvé qu'un projet de forage de Total menaçait un récif sous-marin qui était insuffisamment documenté mais qui était absolument nécessaire pour la préservation des écosystèmes marins. Donc on essaie de faire tout ça. On essaie de mobiliser le plus grand nombre de personnes parce qu'aujourd'hui on est convaincu que si on n'est pas de plus en plus nombreux pour s'engager sur ces sujets-là et pour protéger l'environnement comme il se doit, eh bien on ne parviendra pas à convaincre les dirigeants politiques de faire plus. Donc on essaie de faire tout ça et puis on a aussi cette composante désobéissance civile, désobéissante qui caractérise aussi Greenpeace depuis sa fondation il y a bientôt 50 ans. C'est une organisation ancienne, on va dire, et qui nous permet d'aller plus loin aussi dans cette interpellation des responsables d'entreprise, des décideurs politiques, en essayant d'être là où sont les grands crimes environnementaux, en essayant de s'interposer physiquement, de bloquer, de dénoncer, de pointer du doigt les responsables, parce qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un crime environnemental, il y a un responsable, un ou plusieurs responsables derrière. En même temps, Jean-François Julliard, je vais être un peu brutal, Greenpeace, 50 ans, vous venez de le dire, 50 ans de militantisme, constat d'échec ? Non, pas constat d'échec, constat qu'on a emporté, des batailles, mais pas la victoire finale, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'on a réussi à bloquer des pollutions, on a réussi à enrayer des pollutions, on a réussi à faire en sorte que les déchets nucléaires ne soient plus jetés dans la mer, par exemple. On a réussi à faire en sorte qu'un certain nombre de forêts soient mieux préservées qu'à une époque, même si on est encore loin du compte et la déforestation continue dans beaucoup trop de régions du monde. Donc on n'a pas le sentiment d'avoir accompli notre mission
ça c'est certain. Et d'ailleurs, si la mission était accomplie, Greenpeace n'existerait plus, parce qu'on n'aurait plus besoin d'organisations comme Greenpeace. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit être plus fort que jamais et continuer ce combat-là. C'est un combat de longue haleine. De toute façon, quand Greenpeace a été créé, au départ, personne n'imaginait, personne ne savait combien de temps une organisation comme celle-ci allait exister, allait être nécessaire. Aujourd'hui, on voit bien que cette organisation et tous ceux qui s'engagent sur ce terrain-là sont plus que jamais nécessaires. Je pense qu'on a réussi malgré tout à faire en sorte que ce débat-là, avec tout un tas d'autres intervenants et d'autres interlocuteurs, que ce débat-là soit installé dans le débat public comme jamais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France et dans beaucoup de pays européens et même au-delà de la région européenne, la question climatique aujourd'hui est durablement, je l'espère, installée dans les discussions, dans les débats publics. C'est devenu une vraie question sociétale, c'est devenu une vraie préoccupation. Chaque fois que les Françaises et les Français sont questionnés, interrogés, sondés sur leurs préoccupations, l'environnement ne cesse d'augmenter dans le niveau des préoccupations. Donc c'est bien le signe que ce sujet est là. Maintenant, il faut passer de cette préoccupation à une action. Et précisément, le tribunal a relaxé ce matin les 3 décrocheurs. C'est pour vous un signal fort, Jean-François Julliard, ou est-ce que c'est anecdotique ? Non, c'est un signal fort parce que ce n'est pas la première fois que des organisations plaident la relaxe pour des militants climatiques ou des activistes climatiques ou des activistes de l'environnement. C'est pas si souvent qu'on obtient une relaxe, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel nous, on va s'appuyer pour de futures actions et de futurs procès, de futures audiences qui vont venir. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est ce que les prévenus et leurs avocats ont cherché à obtenir. Ça veut dire qu'ils ont été entendus par le tribunal, ils ont été entendus sur le fait que cette action était non violente, qu'elle n'avait entraîné aucune dégradation, qu'elle avait été bien pensée, réfléchie et menée à bien de manière responsable. Et je pense qu'on a réussi à convaincre le tribunal collectivement ils surtout, et elles ont réussi à convaincre le tribunal que cette action-là ne méritait pas de sanction pénale. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pauline Boyer, vous êtes porte-parole d'Action non violente COP21, ANV COP21. Vous êtes venu vous aussi en soutien aux décrocheurs. Oui, c'est ça. Je suis venue pour soutenir les 3 décrocheurs et décrocheuses qui étaient en procès aujourd'hui à Strasbourg. Et pour aussi assister à un procès de ce type, vu que je suis moi-même prévenue dans le procès du 11 septembre à Paris avec 8 autres personnes. Dans le cadre d'une affaire similaire, pour un décrochage ? Tout à fait, pour une action de décrochage de portrait d'Emmanuel Macron. C'était une des premières actions, le premier jour d'action, le 21 février dernier, quand on a lancé cette campagne. Donc vous êtes venu ici en stage, en formation en quelque sorte. C'est ça. Pauline Boyer, quel intérêt de lancer des actions comme le décrochage précisément de portraits de président de la République ? J'imagine que vous n'avez pas de dents particulières contre Emmanuel Macron, mais c'est bien le symbole. C'est ça, c'est le symbole. À l'heure actuelle, face à l'urgence climatique et face à la crise sociale qui enflamme un peu le pays depuis quelques mois, on a une montée en force des mobilisations citoyennes avec les marches pour le climat, avec le dépôt de ce recours de l'affaire du siècle contre l'État pour inaction climatique. Et on a une réponse du gouvernement qui n'est pas du tout à la hauteur, que ce soit au mouvement des Gilets jaunes, que ce soit aux marches climat, que ce soit à l'affaire du siècle. Et donc un gouvernement qui nous dit mais non, ce qu'on fait ça va, il faut continuer, on va garder le même cap, et en plus c'est les gens qui veulent pas changer, et ça c'est complètement inacceptable. On est la fenêtre la marge de manœuvre qu'on a pour éviter les seuils d'emballement climatique, elle est en train de se refermer. On parle d'années, là ce sont des miettes par rapport à ce qu'on avait avant et à l'échelle de l'humanité. Et on est vraiment la dernière génération à pouvoir faire bouger les choses. Et donc cette action-là, c'était en réaction à la réponse du gouvernement à l'affaire du siècle. On a dit mais non, en fait, on doit tous... on peut tous faire changer les choses à notre échelle. Et l'échelle d'un président de la République, c'est de mettre en place des actions concrètes, ambitieuses écologiquement, et
les assortir de mesures sociales pour eh bien, déjà que les gens qui aujourd'hui ne peuvent pas manger eh bien, puissent déjà manger, se loger correctement et avoir droit à une vie digne, mais qu'en plus les générations qui viennent, nos enfants et les générations futures puissent avoir une terre qui est habitable. Et donc c'est pour dénoncer le double discours d'Emmanuel Macron qu'on a retiré symboliquement ces portraits pour laisser un mur aussi vide que sa politique climat et sociale actuelle et pour l'emmener voir concrètement qu'est-ce que c'est la vie, où on voit les impacts du dérèglement climatique, qu'est-ce que des projets comme la construction du GCO eh bien, vont provoquer encore. Et donc voilà, c'est un mode d'action parmi d'autres parce que on épuise un peu tous les modes d'action qu'on a et là il y a une nécessité de passer à la désobéissance civile puisque c'est un de ces types d'actions. Avec toujours le choix d'action, vous venez de le préciser, Pauline Boyer, d'actions non violentes. C'est ça. Donc nous, on a vraiment toutes nos actions s'insèrent dans une stratégie de lutte non violente. Donc pour les actions de désobéissance civile, c'est à visage découvert, on revendique l'action, on essaie toujours de faire désescalader la violence. Donc il n'y a pas de violence physique et verbale de la part des militants, même si parfois on subit de la répression physique aussi de la police. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent ce temps, ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Nous sommes sur les marches du tribunal de Strasbourg. Le tribunal de correctionnel vient d'annoncer la relaxe de des trois décrocheurs du
portrait d'Emmanuel Macron, opéré par Lucille Auger, Sylvain Metz et Michael Kugler. Michael Kugler, vous sortez, vous, à l'instant, précisément, de cette salle d'audience. Réaction à chaud au prononcé de ce verdict? Déjà, un grand soulagement parce que c'est une relaxe qui veut dire pas d'amende, on n'est pas poursuivi, le casier judiciaire n'est pas atteint. Et après, beaucoup de joie parce que c'est une grande victoire pour nous aujourd'hui, aussi bien pour la campagne nationale parce que c'est un précédent qui va pouvoir aider les copains et les copines qui décrochent partout en France et aussi pour toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans la désobéissance civile. Aujourd'hui, le message qu'on a voulu porter, c'est que nous, en tant que citoyens, nous avons utilisé les recours institutionnels qui sont prévus. Chaque fois que ces recours-là nous donnaient raison, il y a un tractopelle qui est passé par-dessus. Donc on n'a plus d'autre choix que d'entrer dans cette notion de désobéissance civile et le tribunal a reconnu ça. Donc quelque part, c'est encourageant, ça nous porte vers l'avant, quoi. Vous risquez combien quelle peine Michael Kugler pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Kolbsheim? Alors la peine maximale, donc nous on était poursuivis pour vol en réunion. Donc la peine maximale c'est 5 ans de prison et pas loin de 370 000 € d'amende. Alors évidemment dit comme ça c'est impressionnant et ça fait peur, mais c'est parce que dans vol en réunion il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu un procès pour une réquisition de portrait donc à Bourg-en-Bresse, où le procureur avait sollicité des amendes de l'ordre de 1 000 € et où le jugement a donné des amendes avec sursis de 500 € et une ferme parce que la personne avait déjà un casier judiciaire. Par contre, le procureur a fait appel. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, on est dans de l'ordre de grandeur d'amendes qui vont vers le millier d'euros. Pour autant, et ça bien sûr personne ne peut préjuger, c'est le cas de le dire, d'une décision judiciaire, il faut un certain courage, je trouve, pour aller comme ça commettre un acte, quand bien même vous le considérez, mais ça c'est aussi à l'estimation de chacun, légitime, pour commettre un acte qui risque d'être réprimé par une telle peine. Alors, au moment où on l'a fait, on n'avait pas cette idée de peine, de peine maximale. Mais clairement, oui, on se doutait qu'il y avait un risque fort de démêler avec la justice. Par contre, nous, on l'a fait parce qu'on considère ça juste. On l'a fait parce que, aussi pour les gens du village, donc de Kolbsheim et des alentours qui ont accompagné ce portrait sur le GCO et qui ont pu s'exprimer, on l'a fait... parce qu'à un moment, il faut prendre un risque. Et il y a eu des nuits qui n'ont pas été des plus reposantes, on va dire, surtout après le passage à la gendarmerie, etc. Mais dans tous les cas, on n'est pas mécontent d'en être passé par là parce que, vu le résultat aujourd'hui, qui nous donne raison. Vous qui avez maintenant cette expérience, Michael Kugler, comment réagit l'appareil à la fois judiciaire et policier face à des gens comme vous, dont on voit bien que vous n'êtes pas de dangereux délinquants, vous avez une réflexion, vous avez une démarche parfaitement réfléchie, ce sont des actes de désobéissance civique. Comment réagissent les hommes et les femmes qui rentrent en contact avec vous, dans le cadre par exemple d'une interpellation? Alors, il y a plusieurs échelles et il y a plusieurs réponses différentes. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que en haut du corps de l'armée, il y a le gouvernement. Et que nous, aujourd'hui, on fait clairement face à une répression qui est démesurée. Le maire n'avait pas porté plainte. Personne n'a choisi de nous en vouloir pour ce décrochage. Et pourtant, la gendarmerie et le parquet a choisi de nous poursuivre, ce qui est quand même extrêmement fort. En même temps, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, mais à partir du moment où le maire s'exprime clairement dans une audition libre que pour lui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de besoin de poursuite. Je veux dire, s'il y a un accord du maire, est-ce que c'est nécessaire de poursuivre? Sauf que c'est le portrait du président de la République. C'est le président qui nous appartient en tant que citoyen. Quelque part, on ne l'a pas détruit, on ne l'a pas endommagé, on a plus fait appel à lui. On est dans notre légitimité. Et qu'un maire porte plainte, qu'il y ait une poursuite, c'est effectivement quelque chose, comme vous dites, où ils font leur travail. Mais là, clairement, il y a eu des consignes ministérielles de dire, dans tous les cas, vous poursuivez, et dans tous les cas, on réprime. Et aujourd'hui, nous, on montre du doigt des problématiques,
et on nous tape sur le doigt pour pas qu'on le montre, plutôt que de regarder ce qui est désigné. La réponse n'est pas du tout adaptée à la problématique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attendrait, c'est plutôt bon, ok, votre démarche, on n'est pas forcément en accord, mais effectivement, on reconnaît qu'il y a une insuffisance au niveau de la politique et on va voir à mettre des choses en place. De la même façon, sur le GCO, nous, quand on était à Kolbsheim, on ne passe pas une journée dans le village sans qu'il y ait des gendarmes qui tournent. Quand on a amené le portrait sur le tracé, il était sous de très bonnes gardes nationales. Les gendarmes étaient tout autour de nous et on continuait et on suivit, ce qui est assez cocasse parce qu'au final c'est eux qui ont poursuivi. Mais nous, de manière générale, en tant que militants, on fait face à clairement une répression importante et ça c'est une décision qui ne vient pas forcément du gendarme ou de la gendarme mais qui vient de plus haut. Et par contre, nous, notre expérience de l'audition libre, c'est que ça a été très cordial. Donc effectivement, le lieutenant qui nous a convoqués, il nous a appelés, on a échangé, il nous a dit c'est pas une garde à vue, c'est une audition libre. Et puis on a eu une série de questions et il a dit voilà, ça a resté très poli, très cordial et il n'y a pas de souci. Et encore une fois, nous, notre démarche n'est pas face aux gendarmes qui effectivement font leur rôle. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils puissent plus faire leur rôle en disant voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui se font violer et où il n'y a pas de poursuite du tout. Et quelqu'un qui décroche un tableau, il y a une poursuite jusqu'au tribunal avec potentiellement des amendes et tout ça. À un moment, est-ce que ce ne serait pas plus adapté que le corps qui est à notre service, la police et la gendarmerie sont au service du peuple, mais qui servent vraiment à protéger les citoyens et les citoyens et les citoyennes. Je ne suis pas vraiment convaincu que décrocher gentiment en faisant soin le tableau d'Emmanuel Macron dans une mairie qui est consentante mettre vraiment en danger le peuple. Précisément, vous avez été relaxés tous les trois, Lucie Lauger, Michael Kugler et Sylvain Metz, aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Sur quelle base ? Alors, le juge a reconnu que le tableau appartient au conseil municipal, mais que comme le maire a donné son accord et que nous ne sommes pas du village, on pouvait considérer qu'il avait l'accord du conseil municipal. Et du coup, cet accord-là signifie qu'il n'y a pas eu de vol, qu'il y a eu un accord du village et du coup du conseil municipal. Et ça, c'est l'argument qui a permis au juge effectivement de nous donner une relaxe. Lucie Lauger, vous sortez vous aussi, bien sûr, de la salle d'audience. Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Vous êtes donc toute jeune. Comment ça se vit, comme ça, une audience en correctionnelle pour une action, fût-elle de désobéissance civique ? Moi, j'étais inquiète par le fait, surtout de la manière dont on réprime les militants. C'est-à-dire ? Tout ce qui se passe actuellement là pour toutes les histoires de portraits où les militants sont tous poursuivis au tribunal en fait. Et à côté de ça, on oublie tout ce qui est le climat, tout ce qui est l'environnement et ils font strictement rien. Mais là par contre, dès qu'on touche un petit peu à une image, à un symbole, c'est terminé. Enfin, faut tout de suite arrêter ça. Ils se sentent attaqués et qu'on est une menace en fait. Et moi, c'est ça qui m'inquiétait plutôt. Et du coup, j'ai été hyper rassurée en fait de voir qu'il y avait encore des gens qui peuvent nous juger de manière neutre, de manière lucide. Et donc, ils ont pu donner cette relaxe. En même temps, lorsque vous êtes engagé dans cette action, est-ce que vous aviez là aussi mesuré les risques pour vous ? Et finalement, ce que vous recherchez, à savoir cette mise en avant sous le feu de la rampe, c'est ce que vous souhaitiez, c'est ce que vous recherchiez. Oui, le but de l'action, c'est vraiment ça, c'est d'alerter de plus en plus de monde. Et ça permet aussi de choquer les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autour de soi, de montrer, regardez ce qu'on a fait et pour ça, on est poursuivi. Et en fait, il y a énormément de gens, moi, qui me connaissaient de loin et qui ont été super choqués et qui ne sont pas forcément sensibilisés à toutes les questions environnementales, mais qui m'ont recontacté. Et en fait, j'ai même eu des personnes qui m'ont dit « Oh, faudrait que moi aussi je fasse quelque chose, en vrai, je fais rien. » Alors que c'est vrai qu'il y a vraiment... c'est une catastrophe, c'est ce qui est en train de se passer.
Est-ce que vous pensez que votre action précisément va peut-être inciter d'autres jeunes comme vous à oser passer le pas et alors peut-être pas sans aller jusqu'à décrocher des portraits officiels du président de la République, mais peut-être à avoir un peu plus de courage dans la vie pour tout simplement mettre en œuvre ce à quoi il croit? Oui, bien sûr. Je pense que ça va sensibiliser beaucoup plus de monde et également, on le voit autour de nous, hein, le réchauffement et ce qui se passe. Et bientôt, si on commence pas à s'y mettre, ça va être juste un fait devant nous qui est super grave et on ne saura plus comment s'en dépatouiller en fait. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète. Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net. Il faut que l'on se partage tant de problèmes entassés. Si l'on veut faire le ménage, les tâches sont multipliées. Les tâches sont multipliées. Arrêtons là le gâchis. Servons-nous de l'essentiel. On sait bien que ça suffit. Gardons le bleu de notre ciel. Gardons le bleu de notre ciel. Devenons des magiciens. Que demain soit mieux qu'hier. Donnons tous un coup de main pour embellir nos rivières. Pour embellir nos rivières. Il faut retrousser nos manches. Tout cela a trop duré. Soyons conscients de notre chance. Tâchons de tout préserver. Tâchons de tout préserver. Remplaçons le gaspillage. Apprenons le recyclage. Que devienne notre adage? La beauté des paysages. La beauté des paysages. Mes amis, c'est vraiment le bazar. Il faut sauver la planète. Rien n'arrivera par hasard. Voulez-vous que tout s'arrête? Voulez-vous que tout s'arrête? Il faut que l'on se partage tant de nature à soigner. Il faudrait que l'on ménage la terre et ses subtilités. La terre et ses subtilités. Oh, 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 oh. Nous sommes toujours au Palais de justice de Strasbourg où Lucille Auger, Michael Kugler et Sylvain Metz viennent d'apprendre qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour avoir décroché le 5 mars 2019 les tableaux, les portraits officiels du président de la République à la mairie de Kolbsheim. Michael Kugler, vous êtes l'un des trois relaxés précisément. Cette action, vous l'avez menée pour dénoncer le GCO, le Grand Contournement Ouest. Je ne suis pas certain que, au-delà peut-être des Strasbourgeois et des Alsaciens proprement dit, la question soit parfaitement claire pour tout le monde. Comment vous pourriez résumer aujourd'hui l'enjeu du GCO ? Alors le GCO, c'est effectivement le grand contournement ouest de Strasbourg. Donc c'est un vieux projet, il a plus de 44 ans. Donc à peu près, il est né à peu près en même temps que le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et il avait pour vocation à l'origine de désengorger Strasbourg. Donc il y a effectivement beaucoup de bouchons à Strasbourg le matin et le soir. Et dès les débuts du projet, la première chose que les gens se sont demandé, c'est est-ce que ça va vraiment désengorger la ville? Donc pour ça, on fait des études de trafic, etc. Et on s'est rapidement rendu compte que les études les plus optimistes annonçaient 10% de réduction de trafic.
Donc quand il y a 160 000 véhicules jour qui passent, autant dire que ça ne change pas grand-chose. Alors le projet a beaucoup vécu, de l'avant, de l'arrière, dans tous les sens. Il a été abandonné en 2012 et il est réapparu un peu sorti du chapeau au moment de l'abandon de l'écotaxe. Donc il faut savoir qu'ici en Alsace, on est vraiment sur un passage, un couloir de circulation nord-sud entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Et il y a énormément de marchandises qui passent. L'Allemagne, donc, qui occupe l'autre partie de la vallée rhénane, met en place beaucoup de choses au niveau du fret ferroviaire pour mettre tous les camions sur leur train, et a également ce qu'on appelle la LKW Maut, qui est une écotaxe qui peut aller entre 50 et 100 euros par camion, ce qui est extrêmement contraignant. Une écotaxe dont il était question également de l'instaurer en France. Exactement. Il a été question de l'instaurer en France, et au moment justement de l'abandon de cette écotaxe, le constructeur s'est rendu compte qu'effectivement, les camions, vu qu'il n'y aurait pas d'écotaxe en France, ils avaient vraiment un intérêt à passer sur l'Alsace. En Alsace, il n'y a pas de péage autoroutier actuellement. Et du coup, l'enjeu est double pour lui au niveau de ce projet, c'est de favoriser le passage des poids lourds, parce qu'eux vont emprunter le contournement vu qu'ils veulent passer du nord au sud, mais en même temps, de mettre un péage dessus pour récupérer la taxe qui irait avec. Donc le projet du constructeur et des industriels alsaciens qui le portent, c'est d'avoir une autoroute à poids lourds qui circulerait jusque dans les hangars des industriels locaux, et pour Vinci le constructeur, qui lui apporterait une manne financière importante. Pour l'Eurométropole, donc faut savoir que le maire de Strasbourg et le président de l'Eurométropole étaient tous les deux au premier rang des manifestations anti-GCO. Ils ont changé de position au dernier mandat municipal pour des questions d'alliance politique, et aujourd'hui le portent. Ils ont un intérêt plus urbanistique, parce que du coup on va pouvoir construire le long de l'autoroute, ce qui est aussi une des choses que nous ne souhaitons pas. On ne veut pas une étendue de béton qui va du Rhin jusqu'aux Vosges. Et le GCO est un pas important dans cet aspect-là. Donc nous, en tant qu'opposants, notre parole, la première chose qu'on a essayé de dire, c'est voilà, le GCO ne résoudra pas les bouchons. La seule chose qu'il va faire, c'est apporter plus de trafic. Plus on laisse de place à la voiture et aux poids lourds, plus ils en prennent. C'est quelque chose qui est une loi naturelle. Pour autant, Michael Kugler, l'automobiliste moyen se dit, avant je traverse Strasbourg, il y a beaucoup de monde, là j'ai un contournement, comme la plupart des grandes villes, les métropoles françaises ont des contournements de villes, ça va forcément fluidifier le trafic. Alors, c'est effectivement ce que se disent beaucoup de conducteurs, mais c'est des gens qui vont systématiquement à Strasbourg et qui s'imaginent que leur voisin, lui, va prendre le contournement. Donc, toutes les personnes qui sont dans les bouchons aujourd'hui, ils vont se dire, une fois que le contournement sera là, ça ira mieux parce que mon voisin, il sera plus sur cette route. Sauf que le contournement, il porte bien son nom. Il contourne Strasbourg. Aujourd'hui, l'Eurométropole, elle concentre plus de la moitié des emplois du département. Si les bouchons sont là le matin et le soir, c'est symptomatique. C'est parce que les gens vont travailler à Strasbourg et que contourner Strasbourg ne les intéressera pas. Ce qui signifie bien qu'à moyen et à long terme, le trafic en centre-ville ne sera absolument pas diminué. Au contraire, vu qu'il y a peut-être une fluidification légère au début, d'autres personnes vont se dire ça roule un peu mieux et vont reprendre leur voiture. Nous, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est plutôt de dire, voilà, on sait que la majeure partie du trafic routier sur cette autoroute à Strasbourg, c'est des gens qui sont proches et qui viennent pour travailler. Il faudrait leur mettre en place une infrastructure, que ce soit des tram-trains ou des pistes cyclables efficaces ou des mobilités douces, dont des bus sur demande, etc., de façon à ce que les gens qui habitent au sein de l'Eurométropole puissent venir travailler sans prendre la voiture. La politique de la ville, et ça se retrouve dans le plan climat et ça se retrouve dans les différents plans de la ville, n'est absolument pas de diminuer la place de la voiture dans le quotidien des gens. Pour diminuer la place de la voiture, il faut des infrastructures, et celle-là aujourd'hui, elle pêche. Et nous, on est peut-être contre le GCO, mais on est pour toutes les alternatives comme, je disais, tram-train, vélo, covoiturage, etc. Le GCO a été relancé, et en tout cas annoncé, au moment de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'il y a un lien entre l'abandon de l'un, Michael Kugler, et la relance de l'autre ? Alors effectivement, l'abandon de Notre-Dame-des-Landes date de janvier 2018, et il y a eu une annonce très très forte de la part de Nicolas Hulot à ce moment-là, qui disait que dans tous les cas, le GCO se ferait. En même temps, il y a eu d'autres abandons.
En fait, cette période-là, qui est janvier 2018, correspond à l'apparition d'un rapport national sur les grands projets d'infrastructures français. Donc tous les grands projets, que ce soit routiers, que ce soit aéroports, etc. Et ce bilan national abandonne certains projets, Notre-Dame-des-Landes, mais aussi l'A45 qui relie Lyon à Saint-Étienne, et renforce 7 autres projets, dont le contournement ouest de Strasbourg, le contournement est de Rouen, etc. Nous, ce qu'on pense, alors c'est peut-être pas directement avec Notre-Dame-des-Landes, mais on envisage facilement qu'il y a eu une mise à plat au niveau gouvernemental avec les multinationales en disant, ben voilà, on fait un bilan au niveau français. Qu'est-ce que vous voulez, A45 ou GCO, entre guillemets, ou avoir sur l'ensemble de la carte, et que nous, on a été mis dans le mauvais panier. On s'est un peu douté de ça en janvier quand c'est sorti, et oui, clairement, on s'est dit, oula, ça va être mal barré pour nous. C'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. À ce moment-là, c'est là où la mobilisation, on l'a renforcée. On est allé chercher encore plus loin, on a gagné l'enquête publique qui a donné un avis négatif, mais ça, c'est parce que malgré le fait qu'il y avait ce destin gouvernemental qui était presque écrit, nous, on a toujours refusé de s'y soumettre. Et précisément, le collectif Stop GCO continue aujourd'hui à se battre contre le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Michael Kugler, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des possibilités de stopper ce chantier gigantesque, 450 hectares de terres agricoles et naturelles? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 autres projets autoroutiers où les travaux étaient très avancés et qui sont à l'arrêt aujourd'hui, qui sont l'autoroute du littoral à La Réunion et le contournement de Benac dans le sud de la France. Et tous les 2 ont été arrêtés par des décisions des tribunaux. Donc c'est les jugements, parce qu'ils ont été attaqués au tribunal et qui ont décidé, qui ont donné raison aux associations militantes. Donc nous aujourd'hui, on est dans cette attente. On a attaqué le projet en justice. On va avoir une réponse, un traitement dans 1 an ou 2. Donc ça, c'est des choses qui mettent longtemps. Clairement, le pari de Vinci, et il ne s'en cache pas, c'est de finir le GCO avant que le procès ait lieu. Parce qu'il craint vraiment que le procès lui donne tort et que tout s'arrête et que ça complexifie énormément la chose. Donc nous, notre enjeu derrière, c'est de ralentir le chantier de façon à ce que la justice puisse faire son œuvre, oui. Vous dites aussi que le GCO est un équipement et un projet climaticide. En quoi? Alors, pour nous, il est climaticide parce qu'il renforce les travers de la société qui attaque le climat. Entre autres, c'est ce que je disais avant, plus on laisse de place à la voiture, plus la voiture prendra de la place. Si on continue à encourager le tout voiture, forcément, les citoyens et les citoyennes, c'est leur seul moyen. Quand on habite des villages comme Truschersheim ou Flugrisheim, on ne peut pas faire autre chose pour circuler que de prendre sa voiture. Et plus on construira d'autoroutes, plus les gens seront contraints dans ce choix-là. Donc nous, on appelle ça un projet climaticide parce qu'il renforce au sein de notre société des comportements qui, eux, vont dégrader le climat. Et plutôt, nous, ce qu'on attendrait, c'est la mise en place de solutions qui permettent à chacun et à chacune de vivre de façon respectueuse de l'environnement, mais de vivre dans la société. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils, orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Je
ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclaré l'état d'urgence quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Lucie Loger et Michael Kugler, vous êtes deux des trois, avec Sylvain Metz, décrocheurs du portrait officiel d'Emmanuel Macron à la mairie de Kolbsheim le 5 mars 2019. Vous venez d'être relaxé par le tribunal correctionnel. Lucie Loger, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous amène à être, j'allais dire, à ce point engagé dans la lutte contre le climat et le GCO en particulier? Moi, ça fait très longtemps que je m'engage pour l'environnement, que ce soit des petites actions en faisant attention à ce que je fais, ou alors en allant dans des assos qui font des chantiers participatifs, il y a énormément de collaboration avec les autres. Et puis, par contre, ça fait peut-être que 2 ans où je milite de manière... où c'est un petit peu plus fort, du coup, où je suis à Greenpeace, où là, depuis pas longtemps, je suis devenue une co-coordinatrice. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Oui. Donc je vous le demande. Donc, je suis encore étudiante en psychologie, mais cet après-midi, j'espère être psychologue. Ah ben voilà, c'est sûr que c'est une journée forte, là, aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les jeunes de votre génération, Lucie Loger, vous êtes perçue comment? Comme un ovni, comme quelqu'un à part, ou est-ce que vous êtes représentative de votre génération aujourd'hui? Les gens qui m'entourent sont plutôt d'accord avec mes valeurs. Et peut-être qu'ils ne sont pas à ce point-là engagés. Et en ce qui concerne les gens de ma promo, c'était plutôt un sentiment de sympathie et peut-être presque d'envie. Même question, Michael Kugler, votre parcours personnel. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Supélec, un master à Londres en informatique. J'ai travaillé 4 ans dans l'informatique et puis j'ai commencé une thèse en biomécanique. Et aujourd'hui, je calcule des images de foie qui se déforment pendant les opérations chirurgicales. Mon métier n'a pas forcément beaucoup à voir avec mon investissement associatif et environnemental. Moi, c'était toujours présent dans ma vie parce que j'ai grandi à la campagne en Alsace. C'est quelque chose, on a toujours trié, on a toujours fait attention, on ne tue pas les ours polaires, on éteint la lumière, ce genre de choses. Mais après, à un moment, il y a un second cap à passer. Moi, je l'ai passé il y a 3-4 ans où clairement, je me suis dit que là, ça ne suffit pas de juste éteindre l'ampoule. Il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage proche, familial ou au travail, qui soutiennent vraiment cette logique-là, de dire il faut qu'on fasse quelque chose, qui sont eux-mêmes pas forcément prêts à passer le cap de s'engager un peu plus, manifestations, décrochage, etc. Mais clairement qui
ça les interroge beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de questions, à la fois c'est un pasteur que mes parents connaissent, qui est venu me solliciter en disant je veux parle-moi, je veux savoir qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi cet engagement, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, et beaucoup d'autres, des collègues ou des gens que je connais qui ont vraiment posent cette question de pourquoi aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui taraude beaucoup. C'est voilà, on fait ce qu'on peut nous-mêmes dans nos vies, mais clairement, on voit que ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Lucille Auger, Michael Kugler et Pauline Boyer qui est restée avec nous ici au tribunal de Strasbourg. Quand on est comme vous, des gens très engagés, très militants pour la protection de l'environnement, pour le climat, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Qui veut commencer? Pauline Boyer. Allez, je commence par le coup de gueule. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Je vois vraiment pas pourquoi. Le coup de gueule, ça serait... souvent, on nous dit « bravo pour ce que vous faites, continuez ». Comme si on nous faisait peser toutes les responsabilités de sauver le monde sur nos épaules et que les gens se posent pas la question eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire pour contribuer, parce qu'en fait tout le monde peut contribuer. Il y a des actions qui sont accessibles à tout le monde, qu'on soit un enfant ou qu'on s'approche de notre siècle, et que ce soit en finançant, que ce soit en faisant toutes sortes d'activités, et donc voilà, moi ça me fout en rogne à chaque fois. Alors, une dernière question quand même, Pauline Boyer. Est-ce que c'est un comportement typiquement franco-français qui est habitué à la représentativité politique, par exemple? Est-ce que c'est pareil dans d'autres pays? Vous avez des connaissances à ce sujet, ou est-ce que c'est un comportement franco-français? Je sais pas, j'ai pas de référence dans d'autres pays, mais on voit que le mouvement citoyen, les gens qui s'engagent sont de plus en plus nombreux, mais on n'est pas du tout à une masse critique qui est en train de faire changer la société aussi rapidement qu'on aurait besoin. Donc finalement, les gens ont raison de dire continuez. Ah oui, bah ça, on va pas s'arrêter. Mais par contre, nous, on préfère dire ok, je continue, mais viens avec moi. Je rejoins entièrement Pauline là-dessus. Moi, j'ai absolument pas besoin qu'on me dise de continuer. De toute façon, je vais le faire. Si je suis déjà parti là-dessus, c'est par conviction, etc. Et oui, le collectif donne la force. Mais ce qui nous donnerait plus de force, c'est qu'effectivement, tous ceux qui disent continuer, ils nous disent je suis là, enfin, on s'engage ensemble et on va faire quelque chose tous ensemble, et ensemble, on va y arriver. Et clairement... lutter, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est risqué aussi, accessoirement. C'est risqué accessoirement, ouais, bien sûr. Mais plus on est nombreux, plus ça allège le poids que les uns et les autres ont à faire. Et ouais, nous aujourd'hui, le coup de gueule, c'est passer de l'autre côté de la ligne, et au lieu de dire ouais, c'est bien, continue, c'est maintenant moi aussi j'y vais, et on se serre la main, on se serre les coudes, et tous ensemble on y va, quoi. Hannah Arendt dit que le monde change à partir du moment où 15% de la population d'une population bascule. Est-ce qu'on a déjà atteint aujourd'hui ce seuil critique, ce seuil de massification, ce point de massification? Est-ce qu'il est nécessaire que l'ensemble de la société change pour qu'elle change? On n'est peut-être pas loin du seuil critique, mais moi je vais pas compter. Dans tous les cas, on a besoin de plus de monde. Donc dans tous les cas, il faut que les uns et les autres y poussent, parce que moi je suis convaincu que même avec 15%, il y a des gens dans le gouvernement qui vont considérer que ça en reste toujours encore 85 autres qui s'en foutent, et qu'il faut aller bien au-delà. Il faut atteindre le 100%, et pour ça, il faut que chacun et chacune s'investisse au niveau de ses moyens, mais vraiment deviennent plus extrêmes dans un militantisme plus intense. Et vous, précisément, Michael Kugler, qui êtes très engagé, comment et sous quelle forme vos concitoyens pourraient vous aider davantage, très concrètement? Ça dépend des compétences et des capacités de chacun et de chacune. Les avocats qui aujourd'hui nous défendent, ils le font gratuitement. Alors, c'est une manière de s'engager et d'être très actif dans la lutte. La médecin qui a donné, qui nous sert au moment des gardes à vue pour s'assurer que les gens vont bien, ou qui fait des consultations gratuites à la ZAD, c'est un engagement qui est extrêmement intense, qui est extrêmement fort, qui aide la lutte et qui n'amène pas devant un tribunal. Et la question, c'est
vous, qu'est-ce que vous avez comme talent que vous pouvez mettre à disposition de la lutte et de continuer à vivre. De talent ou d'euros, tout serait-ce qu'en adhérant aux différentes associations, par exemple. Talent, euros, temps, énergie, on prend tout. Et tout le monde a à faire. On a bien entendu vos coups de gueule, Pauline Boyer et Michael Kugler, mais j'imagine qu'il y a aussi des coups de cœur. Hein. Oui, alors aujourd'hui, le coup de cœur, c'est pour la Haute Autorité du Climat, qui a été créée par Emmanuel Macron au mois de novembre et qui vient de rendre aujourd'hui même son premier rapport et qui explique que la France n'est pas du tout alignée avec la trajectoire de l'accord de Paris, donc de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ou 2 degrés. Que les mesures socio-économiques à mettre en œuvre ne sont pas encore engagées en France. Donc c'est vraiment un tableau qui est assez noir, qui est dressé, mais qui vient s'accumuler sur les nombreux rapports qui existent déjà. Et donc là, on est vraiment au cœur de la politique française avec ce rapport-là. Et c'est important d'avoir ça parce qu'on a besoin encore et encore de montrer que en ce moment, les actes ne suivent pas les paroles du président de la République. Et donc, c'était un peu un coup de cœur que ça sorte aujourd'hui aussi, le jour de la relax de Sylvain, Lucille et Michael. Et voilà, il faut utiliser ça, montrer ce qui ne va pas, et parce que toutes les propositions et toutes les alternatives, on les a, on les connaît, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Voilà pour ce reportage sur le procès des 3 militants engagés contre les travaux du Grand Contournement Ouest de Strasbourg, le GCO, jugés pour avoir décroché le 5 mars 2019 à la mairie de Kolbsheim le portrait du président de la République Emmanuel Macron et que le tribunal correctionnel de Strasbourg vient de relaxer. Avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, Pauline Boyer, porte-parole d'Action non violente COP21, Lucille Auger et Michael Kugler, 2 des 3 décrocheurs. Pour en savoir plus sur l'opposition au GCO, le Grand Contournement Ouest, en comprendre les enjeux et l'argumentaire, rendez-vous sur gcononmerci.org et sur la campagne hashtag Décrochons Macron menée par Action non violente COP21, rendez-vous sur anv-cop21.org. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, sans haine, sans armes et sans violence par le groupe HK et les Saltimbanques paru sur l'album Rallumeur d'étoiles sorti en 2015. À vous la terre par la fratrie Les Ogres de Barbac paru sur l'album Pitocha et la tisane de couleur sorti en 2013. Et enfin Plus rien par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album La Grand-Messe sorti en 2004. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.